l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, à Craquer l'époque, nous discutons avec Arnaud Bertina. Arnaud Bertina, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs romans et récits publiés chez Actes Sud, puis aux éditions Verticales. Pour ne s'en tenir qu'aux dernières années, on peut citer notamment votre roman « Des châteaux qui brûlent », adapté pour la scène par Anne-Laure Liégeois cette année, mais aussi des récits d'enquête ou de terrain, où votre voix s'entrelace avec d'autres voix. Il y a la voix des salariés de l'usine creusoise, GM&S, l'équipementier automobile, et ces salariés qui vivent sous l'épée de Damoclès des choix de grands groupes industriels automobiles, dont vous retracez l'inlassable lutte dans votre récit « Ceux qui trop supportent », publié en 2021. On pourrait parler aussi de L'âge de la première passe, publié en 2020, ce livre sur et avec les jeunes filles de Pointe-Noire et Brazzaville au Congo que la misère a conduit à la prostitution. Dans ces récits et bien d'autres encore, sur lesquels nous reviendrons, dans vos fictions également, vous observez et tentez de comprendre ce qui arrive à ces vies et le monde qu'elles nous donnent à voir, que ces vies soient brassées par un capitalisme aveugle et impitoyable, ou reléguées, en apparence du moins, à des marges qu'elles s'efforcent pourtant de rendre habitables, ou elles s'efforcent de résister à l'écrasement. Je ne mentionne là qu'une partie de vos écrits, et nous aurons l'occasion d'y revenir, mais ces quelques titres évoqués déjà disent bien pourquoi votre regard sur ce présent avec lequel vous organisez différents types de rencontres nous parle. En effet, notre idée, c'est bien de craquer l'époque ici, comme on craque un code ou une allumette, pour y voir plus clair, pour tenter de déchiffrer ce qui nous arrive dans la densité des bouleversements qui nous traversent et qui nous agitent. C'est aussi de faire brèche dans le bloc de cette époque et d'imaginer des manières d'y agir. L'une des questions par lesquelles nous aimons commencer, c'est donc comment pourriez-vous qualifier ou même nommer cette époque si vous deviez faire œuvre d'historien et que vous vous penchiez sur notre présent d'ici quelques décennies ou siècles peut-être. Comment la décririez-vous? Si c'était un roman peut-être, quel titre lui donneriez-vous? Bonjour, déjà. C'est un exercice compliqué, celui qui consiste à nommer d'un nom, d'un mot, quelque chose d'aussi vaste, d'aussi complexe qu'une époque ou même le temps présent. Et surtout, c'est un exercice pour lequel je pense les romanciers, les écrivains sont peut-être très incompétents, paradoxalement. Parce que, en fait, quand on est du côté des formes narratives, donc c'est-à-dire par opposition avec la poésie, on met en récit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, les mots seuls ne suffisent pas. Certains poètes, certains poèmes peuvent arriver à faire respirer dans toute leur complexité quelques mots sur la page. Un romancier, c'est justement ce qu'il n'arrive pas à faire la plupart du temps. Un romancier a besoin le romancier, l'enquêteur, ont besoin de la narration, c'est-à-dire de mettre en récit quelque chose, c'est-à-dire ont besoin d'un format, d'une longueur. Et ça nous détourne justement du mot seul. Et ça, pour moi, c'est important. Pourquoi ? Parce que le mot seul, il sera toujours insuffisant. Si je dis que l'époque est égoïste, évidemment que je commets une erreur colossale qui à la fois porte sur le mot égoïste et puis sur l'époque aussi, quoi. C'est-à-dire que j'enferme l'époque dans quelque chose qui est trop étroit et le mot égoïste ne suffit absolument pas à rendre compte, quelle que soit sa complexité, il suffira jamais à rendre compte de la complexité de l'époque. Pour moi, des fois, les mots seuls, je crois que j'ai utilisé cette image-là dans L'âge de la première race, les mots seuls, c'est un peu des loups solitaires, en fait, et ça marche pas comme ça, il me semble, ce qui me pousse, moi, vers l'écriture. C'est justement éviter les slogans, éviter les mots seuls, et essayer toujours de faire qu'une phrase ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une phrase regimbe toujours à aller vers sa conclusion, parce qu'il y aurait toujours quelque chose à préciser pour être au plus près de la complexité des choses. Et puis, il y a encore une autre raison de pas répondre. Et cette autre raison, c'est un truc là qui, depuis 2 jours, me travaille un petit peu. C'est la capacité, quand on est pris dans son temps, la capacité à en proposer immédiatement une synthèse. Et ça, pour moi, c'est quasiment la quadrature du cercle, c'est-à-dire c'est quasi impossible en fait. C'est-à-dire que on est immergé dedans, on est en plus pris aussi affectivement dedans et pas simplement intellectuellement, et donc ça nous rend complètement aveugles aux choses. Par exemple, si je dis concrètement que je suis devenu assez pessimiste sur les guerres d'émancipation, ce qu'on peut tenter sur le plan de l'émancipation pour se battre contre l'État, etc. Si je dis que je suis devenu très pessimiste sur ça, et que je fais tout d'un coup un espèce de pont invraisemblable et que je dis que
l'époque est devenue rétive à ça, je passe de mon simple pessimisme à une espèce de pseudo-constat d'époque. Et là, il y a une violence qui est faite dans cette opération-là, qui à chaque fois me fout hors de moi, parce que souvent, justement, elle vient d'écrivains, et qui ne font en fait que de parler d'eux, quand ils font ce pont-là, mais qui prétendent qu'ils parlent de l'époque. Alors, par exemple, on aura le psychanalyste Michel Schneider qui avait fait un essai pour dire qu'aujourd'hui, le désir est mort. Mais d'où ça, en fait? Ça va pas la tête ou quoi? Enfin, mais jamais de la vie, en fait. Tu peux parler pour toi, mais tu peux pas dire que c'est la trace de l'époque, ce truc-là. Donc, il y a aussi ce truc-là. Et résultat, il me semble que c'est très difficile de faire en direct cet effort de synthèse. En tout cas, moi, j'éprouve toujours beaucoup de mal à le faire. J'ai beaucoup de mal à dire, voilà, est-ce que l'époque est égoïste? Est-ce qu'elle est nihiliste? Est-ce qu'elle est dans une impasse? C'est très compliqué. D'autant que, il me semble que ce qui est fascinant sur le plan historique et intellectuel, c'est plutôt les grandes séquences. Par grandes séquences, par exemple, la fin du monde aristocratique. Pas juste avec la Révolution française, mais même après, dont Chateaubriand est le témoin. Et qui, de manière extraordinaire, réussit à sentir que c'est la fin d'un monde pour de bon, et que les historiens confirment qu'effectivement, il a réussi à choper la fin d'un monde, il a compris qu'il était le témoin de la fin d'un monde, mais ça, en fait, c'est sur des séquences de 50 ans, c'est pas sur l'actualité de l'année 1846, quoi. C'est sur un plan beaucoup plus large. Et donc... puisque il me semble qu'intellectuellement, je ne suis pas outillé pour arriver à synthétiser comme ça en quelques mots, ou en un seul mot, ou en un titre, ce qui se passe dans l'époque, du coup, en tant que romancier, je fais l'effort exactement inverse, c'est-à-dire, j'essaie de pas du tout chercher cette position de surplomb-là, et j'essaye de faire un travail qui est très compliqué parce qu'il est très impalpable, d'immersion complète dans les contradictions de mon temps, dans mes contradictions à moi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait d'être le témoin des choses et de creuser ça. Ça amène à un espèce de point de solitude, ça amène à ne pas arriver à répondre à la question que vous me posez, mais par contre c'est le pari que ensuite dans les livres se retrouveront justement ce qu'il y avait à choper du temps, ce qu'il y avait à choper de cette époque-là, quoi. Mais sur quoi j'aurais pas eu la main. Donc pardon, je réponds pas, mais je dis j'ai l'impression quand même en répondant de dire un truc sur l'endroit où se trouve la littérature, qui est justement c'est par incapacité à être du côté des sciences humaines qui, au contraire, les sciences humaines passent leur temps à faire ce travail de synthèse-là, de dire, ok, il y a ça, il y a cette ligne de force, il y a cette autre, et ça dessine ce croisement-là. Écrivain, c'est essayer d'être encore plus myope et d'être encore plus collé aux choses, quoi, je crois. Oui, avec la part aussi de déplacement, de texte, en tout cas ce que vous décrivez, toutes ces lignes, toutes ces trames qui font une époque et dont vous tirez par moments des fils. Et peut-être que justement on peut poser la question à une toute autre échelle que ce côté surplombant et une autre position de cette première question, en vous demandant, cette fois-ci justement en assumant une absolue subjectivité qui se prétend pas autre chose, quel est le dernier événement, la dernière chose qui vous a touché, à laquelle vous avez été sensible de cette époque, de ce présent? Peut-être des choses vues dans les manifs contre la réforme des retraites. J'ai, par 2 fois, assisté à des choses qui me semblaient importantes et peut-être un petit peu neuves. Alors, un petit peu neuve, c'est par exemple par rapport aux manifs contre la loi travail. Dans les manifs contre la loi travail, il y a eu des très grosses tensions entre les manifestants traditionnels, le militant traditionnel et le cortège de tête, les Black Blocs. C'est-à-dire qu'il était assez facile d'assister à des moments d'engueulade entre les manifestants traditionnels engueulant les Black Blocs en disant que voilà, ils pirataient la manif, qu'ils faisaient du tort à la cause, etc., etc., etc. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, il y a 5-6 ans. Là, j'ai vu exactement l'inverse. C'est-à-dire, on ne leur dit plus rien, solidarité, on comprend que c'est un autre aspect de la lutte, on ne veut pas le faire nous-mêmes, ou on n'est plus capable de le faire nous-mêmes, ou on n'est plus capable de courir. Par contre, on ne fait plus la police à l'intérieur de la manif. Là, je me mets dans la voie du manifestant traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un degré d'exaspération supplémentaire qui a été atteint. Ça veut dire que les manifestants traditionnels ne critiquent même plus l'action violente.
Alors ça m'a beaucoup surpris. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus vraiment vu de cortège de tête à proprement parler. J'ai vu le cortège de tête être réparti de manière très homogène dans le reste de la manifestation. C'est-à-dire manifester à côté de vieux, à côté de retraités, vieux et retraités qui ne fuyaient même plus les zones de violence, qui étaient capables de s'en approcher, alors évidemment pas jusqu'à y participer, mais qui étaient capables de s'en approcher. Donc là, pour moi, c'était vraiment un indice. Donc ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit, ah tiens, là, j'ai un indice clair de l'augmentation du seuil de colère dans la part des gens qui manifestent. Et puis, je vais vous raconter une autre scène qui m'a beaucoup marqué. Un jour, on approchait d'une zone de bagarre et il y avait un manifestant que je pense beaucoup de gens ont vu dans les manifestations parisiennes, handicapé, lourdement handicapé, des jambes, les jambes complètement inertes, d'après ce que j'ai compris, et qui tient à manifester, non, elles ne sont pas complètement inertes, et qui manifeste en poussant son propre fauteuil, mais très lentement, et ça lui coûte beaucoup, mais c'est très démonstratif de sa part. Il veut montrer qu'il est là et que c'est important d'être là, même dans son état. Un jour, il y a une charge. Il est souvent accompagné par 1 ou 2 amis, et il y a une charge. Et donc tout le monde reflue en courant, et les amis et le type dans le fauteuil se mettent tout de suite à gueuler en disant « Courez pas, parce que là vous êtes en train de courir vers moi, et moi j'ai pas les moyens de courir, et vous allez me renverser, et ça va être la cata. » Et donc lui et les amis ont vraiment engueulé ceux qui étaient en train de courir, dont moi. Engueulé très clairement, très fortement. Et ben qu'est-ce que j'ai vu ? Au lieu que les gens en train de courir, dont moi, on fuyait les matraques, etc., au lieu de dire « Ouais, bah c'est bon mec, t'as rien à faire là, enfin, tu peux être à un autre endroit de la manif, en fait. » Ce qui pourrait venir spontanément et pas méchamment, et ben tout le monde s'est excusé et tout le monde a arrêté de courir. Alors que les flics, eux, continuaient de courir, c'est-à-dire que les matraques étaient vraiment là à 10 mètres, quoi. Et ben ça m'a énormément impressionné. C'est-à-dire tous ces gestes de solidarité interne à la manif qu'on ne peut voir que si on va sur place et qui sont le signe d'une attention extrême, pour le coup, je vais le dire de manière pompeuse, à toutes les formes de vie, quoi. C'est-à-dire, eh ben oui, nous, le monde qu'on défend, même cagoulé, même avec des morceaux de plâtre dans la main pour les balancer ou des cocktails Molotov, le monde qu'on défend est un monde infiniment plus doux et respectueux de tout le monde. Et là, je l'ai vu en acte. C'est pas un discours. C'est pas des gens qui se branlent la nouille en tenant des beaux discours. C'était très concret. C'était un vrai réflexe quasiment du corps, quoi. Ah bah oui, effectivement, t'as raison, on arrête de courir. Et peu importe si on se prend un coup de matraque dans la colonne vertébrale qu'on n'aura pas vu venir, parce qu'on tourne le dos à ce moment-là aux flics. Voilà. Voir ça, pour moi, c'est des grands moments de politique incarnée. C'est pas du discours. Et alors, je ne sais pas si ça suffit à me rendre très optimiste, mais je me dis, tiens, ça, c'est des vraies choses. Et donc, quand on s'imagine plus vertueux que ceux que l'on combat, par exemple les tenants de la réforme des retraites, eh ben, c'est pas des vains mots, quoi. C'est vrai. Il y a plus de vertus qui s'expriment à cet endroit-là, dans la manif. Justement, est-ce que, c'est la question à laquelle je pensais par la suite, reprenez un petit peu cette séquence, ce moment qu'on a traversé, et va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. On a assisté, alors c'est vrai qu'on peut le prendre du côté négatif, à la fois à une répression, un mépris qui, lui, s'est peut-être manifesté de façon encore plus monolithique, un peu plus à chaque fois peut-être. Et alors, ce que vous décriviez, c'est vrai, c'est ces moments de solidarité, de corps qui se créent. Et j'avais alors envie aussi de parler peut-être de ce moment d'hiver où on a eu ces rassemblements spontanés, sauvages, qui viennent compléter en fait ce que vous décriviez, où on peut avoir le sentiment que s'inventer peut-être aussi, vous qui êtes attentif et qui avez vu dans différents lieux finalement des façons de résister, d'inventer des formes, on avait peut-être le sentiment d'assister à quelque chose qui était encore nouveau par rapport aux manifestations traditionnelles et aux cortèges de tête, de plus inattendu, de plus léger, un peu informe, et très vivant pendant ce temps où c'était encore possible. Quel a été votre sentiment là-dessus ? Oui, bah ça c'est toujours le même, quoi. C'est-à-dire que la manif sauvage, elle met en branle toujours le même type de corps, le même type de réflexe et de vitalité. C'est pas propre à la séquence contre les retraites, mais ce truc-là, c'est le truc qui est quasiment systématiquement non représenté, quoi. Alors non représenté par les médias, ça c'est évident.
Non représenté par la littérature, je crois pas me tromper en disant que aussi c'est non représenté, quoi. Ce truc existe rarement. Pourquoi c'est non représenté ? Parce que c'est le truc le plus enthousiasmant du monde, quoi. C'est-à-dire que si on filmait une manif sauvage de l'intérieur, on donnerait à tout le monde envie de participer, quoi. Donc il faut surtout pas que ça se sache, quoi. Il faut surtout pas que ces corps qui se libèrent, qui se réapproprient la rue, qui sont ultra joueurs, parce qu'il y a une énergie de rire et d'appétit qui s'exprime dans la manif sauvage qui est sublime, quoi. Donc c'est pas le corps en colère, c'est au contraire, c'est le corps qui exulte à ce moment-là et qui se découvre 100 fois plus vif et malin et joueur que le reste du temps. C'est-à-dire que dans la confrontation avec les autres, dans la confrontation avec les autres corps, dans le fait de faire courir la police, dans le fait d'être à un endroit où ça n'est pas prévu, pour lequel on n'a pas demandé l'autorisation à la préfecture, etc., c'est que des choses qui expliquent un épanouissement instantané. Et donc ça, c'est le pire message que pourraient envoyer les manifestants aux forces de répression, quoi. C'est vous ne m'avez pas. Là, à ce moment-là, vous ne me tenez pas. Je ne suis pas la personne triste que vous voulez que je sois, je ne suis pas le corps écrasé au sol que vous voulez que je sois, etc. Donc oui, c'est des moments de friction magnifique, ça produit du feu, ça fait des étincelles, ça produit de l'intelligence, mais en fait, cette intelligence-là, elle est déjà en germe dans la manif normale. Encore une fois, on n'aura jamais fini de documenter les slogans, les pancartes qui quasiment 2 fois sur 3 tournent à la blague, au jeu de mots, au truc particulièrement malin que la personne elle-même a dû être assez surprise de réussir à inventer. Là, dernièrement, j'ai photographié, mais je vais mal le redire, mais j'ai photographié en face du lycée Victor Duruy, boulevard des Invalides, il y a quelqu'un qui avait, sur le mur de l'Institut des Aveugles, il y a quelqu'un qui a tagué une incroyable phrase, et c'était « Dans chaque ministre, un cœur qui bat ses semblables ». C'est fantastique parce que, évidemment, ça renvoie à la littérature, mais en même temps, c'est en la bricolant et en même temps, ça débouche sur quelque chose de pertinent et d'incisif, etc. Donc, on est gagnant sur tous les plans, quoi. C'est drôle, c'est vif, c'est du patrimoine. Ça, c'est dans les manifs normales, c'est tout le temps. Et ensuite, je pense que les manifs sauvages, elles partent de cette énergie qu'on commence à toucher du doigt dans la manif normale, et elles donnent envie d'aller encore plus loin, et ça donne la manif sauvage, avec ce débordement invraisemblable d'énergie, de désir, d'intelligence qui s'exprime. Donc oui, ça, c'est pas propre à la réforme des retraites, mais ça a eu lieu dans le cadre de la réforme des retraites. Après, moi, il m'est arrivé 1 ou 2 fois, je sortais du cortège normal, et je décidais de laisser tomber. Je me pose dans des cafés, et je vois à ce moment-là, par exemple, rue de Rivoli, je vois passer des bouts de manifs sauvages, et j'entends les autres clients du café, et j'entends des choses mais horribles, qu'on peut tous imaginer, venant de gens assez jeunes, la trentaine, etc. Et les garçons de café leur répondant et alimentant leur saloperie. Voilà, donc la ville, elle est cet espace-là de confrontation improbable, en tout cas Paris, ville si bourgeoise aujourd'hui, si friquée, etc. Elle est la confrontation improbable entre cette énergie possible de la manif sauvage et puis cette résistance complètement en salope à cette joie-là. On va écouter un morceau que vous nous avez proposé, Radiohead. Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tuned to always makes a fight. January as April showers and two always makes a fire. It's the devil's way now. There's one way out.
Alors Arnaud Bertina, vous nous avez donc proposé cette chanson de Radiohead. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et peut-être la façon dont elle s'articule à ce qu'était notre propos ? Oui, alors c'est un choix un petit peu convenu. Radiohead, c'est pas un truc de niche, mais j'avoue, j'aime énormément cette chanson. Je l'aime pour tout ce qui fait la force de Radiohead, quoi. C'est-à-dire ce mélange d'énergie brute, quoi, de mec qui est bien énervé. Voilà, il y a un son incroyable, il y a une tension, je trouve, physique dans la chanson que j'adore. Et puis ça se mélange toujours chez Radiohead avec une espèce d'élan un peu lyrique, etc. Voilà, c'est ce cocktail-là, moi, il me plaît toujours beaucoup chez eux. Et puis bon, celle-là, les paroles sont pas anodines, quoi. Elle renvoie justement à un peu un monde décrit par Orwell. La question des discours manipulés, du trucage dans la langue, d'arriver à faire dire une chose à la place d'une autre, d'arriver à faire mentir le langage, ce qui suppose ensuite qu'il y ait des contre-feux. Et moi, c'est ce dont je me suis beaucoup rendu compte en travaillant sur les GMS et le livre Ceux qui trop supportent, c'est que les cabinets ministériels, les grandes entreprises, CAC 40, etc., dépensent des fortunes, payent des cabinets de communicants pour forger des éléments de langage. À côté de ça, les mêmes personnes, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir industriel, dénigrent les arts, la littérature, puis plus de 2 siècles, en disant voilà, ça, c'est de la poésie. Mais en fait, ils savent très bien qu'ils mentent quand ils disent ça, parce que justement, eux dépensent des fortunes, des millions d'euros, pour forger des mots nouveaux, pour faire que certains mots ne puissent plus être utilisés, qu'on perde certains mots. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils estiment que la première zone de combat, le premier combat immédiat, il est d'abord là. Il est d'abord là dans le champ des représentations, il est d'abord dans la capacité à utiliser des mots pour décrire la réalité ou non. Et donc je me dis, alors dans ce cas-là, tous les gens qui travaillent le langage, depuis les universitaires, les auteurs de chansons, les poètes, les romanciers, etc., en fait, on est tous extrêmement compétents pour aller sur ce terrain-là, quoi. C'est-à-dire pour dire non, attention, ce mot-là, ça ne veut pas dire du tout ce que vous êtes en train de lui faire dire. Ou attention, vous êtes en train de faire disparaître ce mot-là, etc. Donc je vous donne un exemple très simple. Il y a les indemnités de licenciement, et moi un jour je me suis entendu dire prime de licenciement. Et en fait, quand on tend l'oreille, ce mot prime de licenciement, il est assez courant. Et évidemment que ça n'est pas une prime, et évidemment que c'est une indemnité. Il y a eu blessure, il y a eu violence, il y a eu vol, et donc il faut qu'il y ait indemnité. La prime, ce serait presque, c'est un succès ton licenciement, donc tiens, tu vas toucher une prime. Donc voilà comment rendre le langage, voilà où est-ce qu'il y a de la guerre dans le langage, quoi. Et donc c'est pas une obligation qui est faite aux écrivains ou aux poètes de répondre à cette manipulation du langage, mais ils ont la possibilité, étant normalement des experts de ce qui se passe dans l'oreille quand on prononce certains mots, ils ont la possibilité d'essayer de répondre pied à pied au langage des communicants et au langage de la politique. Merci beaucoup Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette discussion. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Pauline Hachette.